Dans les situations où les responsables comptent sur la générosité des autres pour que leurs enfants reçoivent des organes, il est intéressant d'observer la dynamique des demandes. Par exemple, rappelez-vous à quel point Jenna aimait ce sac à imprimer chat. Elle en a repéré un comme celui-ci dans un magasin et l'a immédiatement voulu, mais nous avons choisi de ne pas l'acheter en raison du coût injustifié. Envisageriez-vous de lui prêter le vôtre, ou au moins de lui permettre de l'utiliser temporairement? Jenna se souvient encore du sac, et avec le temps, elle peut perdre tout intérêt, vous permettant ainsi de le récupérer. Après l'épisode précédent, pensez-vous que c'est sage? Je comprends qu'il m'a fallu du temps pour répondre, et oui, je suis sérieux. Je trouve votre attitude quelque peu discourtoise. Jenna est une enfant qui veut juste jouer avec son sac à main. Pourquoi t'en résister? J'étais occupé aussi, mais cela n'excuse pas votre insensibilité. Considérez ceci, quel est le mal à la laisser jouer avec le sac pendant un moment? Je ne suivrai pas vos ordres. Si elle veut le sac, je peux vous envoyer un lien pour l'acheter, puisque vous avez mentionné ne pas vouloir dépenser d'argent pour cela. Alors, comment est-ce que cela devient mon problème? J'ai acheté le sac pour mon usage personnel. Cela a coûté 2000 $ et je ne peux pas risquer qu'il soit endommagé. S'il vous plaît, arrêtez d'insister. Maintenant, vous suggérez que ma fille va ruiner le sac, ce qui révèle une froideur et une cruauté incommensurables. Ce n'est pas parce que je peux acheter quelque chose de cher avec le fruit de mon travail que votre fille a droit. En tant que mère, vous devez comprendre cela. Si elle veut quelque chose, c'est à vous de le lui fournir. Arrêtez de me contacter avec de telles absurdités. Après cette conversation infructueuse, je parlerai de votre comportement à vos grands-parents. Ils connaissent déjà ma position et cela ne changera rien à l'amour qu'ils me portent. D'ailleurs, un conseil à mes téléspectateurs, n'essayez pas d'insérer un aspirateur dans des endroits inappropriés dans l'espoir d'éliminer des bêtises. J'ai fait cela et le résultat a été désastreux, je pourrais même avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Je ne le recommande certainement pas. Quant à mon entreprise, et 190 livres, je travaille à créer ma propre entreprise de détail de véhicules en vinyle, tant en interne qu'en externe. J'ai récemment eu l'occasion de retirer le film d'une Ferrari 488. Le client était d'accord avec mon prix et mon délai estimé. Comme mon service est mobile, j'y suis allé. Le 3e jour, tout en retirant l'autocollant du film, j'ai travaillé au bout de l'allée, profitant de la lumière du soleil pour faciliter le processus. Concernant le sort du père et de la fille qui se sentaient en droit d'agir de manière inappropriée, je ne peux pas dire avec certitude ce qui leur est arrivé, mais il est probable que les conséquences n'ont pas été positives. Dans un moment de curiosité, j'ai recherché la valeur d'une Ferrari 488 et découvert que ces véhicules luxueux peuvent coûter environ 400 000 $. Imaginez, si vous étiez propriétaire d'une voiture d'une telle valeur, près d'un demi-million de dollars, et que vous rencontriez un père et sa fille agissant de manière irrespectueuse à l'intérieur, comment réagiriez-vous? Votre avis est précieux, partagez dans les commentaires. Beaucoup penseraient sans doute à des réactions extrêmes, comme des fractures. Il s'agit d'une histoire vraie en Chine, où une mère, bien qu'elle ait obtenu une autorisation spéciale pour avoir 2 enfants, contrairement à la politique de l'enfant unique, a rejeté sa 2e fille. Elle voulait un garçon, donc la présence de la fille n'était qu'un obstacle, occupant l'espace qui aurait dû appartenir à un fils. Sans hésitation, ils ont abandonné l'enfant. L'année suivante, la mère donne naissance à un garçon, excessivement gâté par la famille. La jeune fille abandonnée a fini par être adoptée par un homme qui vivait à plus de 300 km de son village natal. Lui et sa femme avaient fait 3 fausses couches avant de décider d'adopter. Malheureusement, le couple a divorcé peu de temps après en raison du stress causé par l'adoption. Pendant 16 ans, cet homme, simple éleveur de crabes et loin d'être riche, a élevé la jeune fille seule, l'aimant comme si elle était sa propre fille. Ils ont mené une vie paisible et heureuse ensemble jusqu'à ce que la mère biologique de la jeune fille réapparaisse. Elle a découvert que son fils était atteint de leucémie et avait besoin d'une greffe de moelle osseuse, mais aucun membre de la famille n'était compatible. Ils se sont donc tournés vers la fille qu'ils avaient abandonnée 16 ans plus tôt, espérant qu'elle serait compatible. Le père adoptif, ému par la situation du garçon de 14 ans, a accepté d'emmener la jeune fille au test nécessaire. Cependant, il craignait que la vérité sur son abandon ne lui fasse du mal, il a donc exigé que la mère biologique promette de ne pas révéler l'adoption. La jeune femme était compatible et acceptait l'intervention, estimant aider un inconnu. Le père adoptif pensait au départ que le don serait aussi simple que de donner du sang. Mais lorsqu'il a appris les risques liés au don de moelle osseuse, son inquiétude s'est accrue. Il craignait que si quelque chose n'allait pas, il ne pourrait pas protéger sa fille. Il a proposé que l'argent offert par la mère biologique soit mis de côté pour l'avenir de la jeune fille, peut-être pour son mariage. Cependant, la mère biologique a refusé la proposition. Le père adoptif a alors exigé que l'opération ait lieu à proximité de son domicile afin de pouvoir s'occuper d'elle après l'intervention. La mère biologique a cependant de nouveau refusé, affirmant que cela augmenterait ses frais. Face aux hésitations du père, la mère biologique a perdu le contrôle. Elle, son mari et sa fille aînée sont allés à l'école pour filles.
Après les cours, ils ont intercepté la voiture dans laquelle elle se trouvait, ont ouvert la portière, ont attrapé la fille par le bras et ont commencé à crier, révélant qu'elle avait été adoptée et qu'ils étaient sa vraie famille. Ils ont exigé qu'elle sauve son jeune frère. Les professeurs ont dû intervenir physiquement pour les empêcher de l'emmener de force. Un passant a appelé la police et même au commissariat, la mère biologique a continué de faire pression sur la jeune fille pour qu'elle donne de la moelle osseuse. La jeune fille a été sous le choc lorsqu'elle a découvert de la manière la plus brusque et violente qu'elle avait été adoptée et a pleuré toute la nuit. L'histoire, pleine de rebondissements et d'émotions, met en lumière les complexités et les défis auxquels sont confrontées les familles dans des situations délicates. Cela nous rappelle à quel point les décisions prises peuvent affecter profondément la vie des personnes impliquées, en particulier des enfants. Après l'incident, la situation a soumis la jeune fille à un énorme stress émotionnel. Le lendemain, la mère biologique, dans un acte d'indignation, a produit des centaines de lettres ouvertes. Dans ces lettres, elle diffamait à la fois la jeune fille et son père adoptif, les accusant d'être insensibles et dénués de moralité. La mère a même évoqué les fausses couches du père adoptif comme une forme d'insulte. Elle a souligné à plusieurs reprises que le garçon était le frère biologique de la fille, utilisant cela comme un moyen d'exercer une pression psychologique sur elle. Les lettres étaient dispersées dans tout le village, depuis la résidence de la jeune fille jusqu'à son école, ce qui rendait impossible son retour chez elle sans être soumise à un examen public. Lorsqu'elle a été confrontée à ces actes, la mère biologique a affirmé qu'elle n'avait pas pris en compte l'impact de ses paroles sur la jeune fille. Elle s'est également adressée au conseil du village, réclamant la garde de la jeune fille et exprimant son désir de la forcer à faire un don de moelle osseuse. On lui a alors rappelé que la jeune fille avait été légalement adoptée et que toute tentative de l'enlever serait considérée comme un enlèvement. La mère biologique a persisté dans son ingérence, dérangeant la jeune fille sur le chemin de l'école, au point qu'un enseignant a dû l'accompagner quotidiennement pour assurer sa sécurité. En fait, les proches de la mère biologique ont même attaqué physiquement les personnes impliquées en raison de la tension provoquée par la situation. Dans une tentative désespérée d'imposer sa volonté, la mère biologique est apparue dans une émission de télévision, espérant probablement intimider la jeune fille et son père adoptif pour qu'ils cèdent à ses demandes. Cependant, sa participation au programme a suscité des critiques et le rejet du public. Heureusement, un autre donneur compatible a été trouvé dans la base de données des donneurs, garantissant ainsi le bien-être de l'enfant biologique. Cet incident met en évidence l'étendue du comportement dominateur et abusif de la mère biologique, s'imposant comme l'un des cas les plus extrêmes de « parentalité autorisée » jamais vue. Il ne s'agissait pas d'une simple demande de téléphone ou de voiture, c'était une demande pour les organes vitaux de la jeune fille. Dans un tout autre contexte, l'église communautaire dispose d'un vaste sous-sol, avec une grande cuisine et un espace commun, normalement utilisé pour les événements communautaires et les réunions après les offices. Sous l'un des escaliers se trouve une petite salle de bain adaptée, spécialement conçue pour les personnes handicapées ou blessées, leur évitant ainsi de devoir monter les escaliers. Il y a environ 8 mois, j'ai eu un accident sur le trampoline, me blessant grièvement au genou et m'obligeant à utiliser des béquilles et une attelle métallique. Lors d'une collecte de fonds à l'église, j'étais assis au bout des tables de nourriture et je distribuais de l'argenterie. Ceci est pertinent car tous ceux qui m'ont croisé, y compris la mère en question, m'ont vu et m'ont salué. À un moment donné, j'ai ressenti le besoin d'aller aux toilettes et j'ai demandé à ma marraine de me remplacer temporairement. Avec difficulté, j'ai marché jusqu'à la salle de bain avec ma jambe blessée. Tout s'est déroulé normalement pendant les premières minutes, jusqu'à ce que j'entende frapper à la porte. La conversation s'est déroulée à peu près comme ceci: « Bonjour, je vais partir dans un instant », ai-je dit. « S'il vous plaît, dépêchez-vous, mon fils a besoin d'aller aux toilettes et nous attendons depuis longtemps », répondit une voix féminine. J'ai reconnu la voix du garçon, qui se plaignait de devoir retenir son pipi. Ce détail deviendra pertinent plus tard. Quelques minutes se sont écoulées pendant que j'avais fini, et elle a encore frappé. « Je termine, juste un instant, s'il vous plaît », répondis-je. « Tu dois te dépêcher, mon fils doit vraiment y aller. » « Aux toilettes et nous attendons ici depuis longtemps », a-t-elle insisté. Je l'ai informée qu'il y avait d'autres toilettes à l'étage, mais elle a répondu, avec une irritation évidente, qu'elle ne montrait pas un escalier juste pour utiliser une salle de bain qui, selon elle, était sale, même si je sais qu'elles sont nettoyées quotidiennement. À ce moment-là, je m'habillais déjà et j'ai commencé à me laver les mains. La salle de bain est petite, j'ai donc pu me tenir debout en m'appuyant contre le mur si nécessaire. Pendant qu'elle se lavait les mains, j'ai entendu son fils gémir à nouveau et elle a commencé à se plaindre que le bruit de l'eau courante aggravait la situation du garçon, m'accusant de torturer son fils. Elle a menacé d'appeler le curé si je ne partais pas immédiatement. J'ai fermé le robinet et j'ai attrapé les serviettes en papier. Madame, comme j'essayais de l'expliquer avant d'être grossièrement interrompu, il s'agit de toilettes pour personnes handicapées. Je suis sûr que ni vous ni votre fils n'avez de problème de mobilité, alors pourquoi cette insistance? J'ai demandé. Rétorqua-t-elle, remettant en question mon handicap car il ne semblait y avoir rien de mal chez moi. C'est la dernière chose qu'elle a dite avant que j'ouvre la porte et remette les béquilles sous mes aisselles.
En me voyant avec les béquilles, les yeux de la mère se sont agrandis et elle a rapidement pris son fils dans ses bras et a couru vers les escaliers. Je ne l'ai pas revue du reste de la matinée et, encore aujourd'hui, elle m'évite à l'église. Cette situation me fait toujours rire. Cela nous rappelle qu'on ne peut pas juger si quelqu'un est handicapé simplement par sa voix. En parlant de juger par la voix, je me souviens d'un épisode particulier où je me suis retrouvé coincé dans un accident d'aspirateur anormal. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est pas quelque chose que quiconque pourrait identifier simplement en écoutant ma voix. Pour l'anniversaire de ma fille, elle a exprimé un souhait particulier. Elle voulait une corde solide pour jouer avec son frère dans la forêt, comme se balancer aux arbres. Mon mari et moi avons décidé de répondre à sa demande et sommes allés chez Home Depot, où nous avons acheté environ 15 pieds de corde de haute qualité, coûtant environ $50. Bien qu'il s'agisse d'une demande inhabituelle pour une fille le jour de son anniversaire, nous étions prêts à investir un peu plus pour qu'elle puisse réaliser ses jeux comme elle l'imaginait. À cette époque, nous vivions dans une grande communauté planifiée avec de vastes espaces naturels et des parcs remplis de chênes centenaires imposants. Ces espaces étaient idéaux pour que tous les résidents puissent profiter de la nature comme ils le souhaitent. Un jour, ma fille, notre fils et 2 amis ont emmené la corde dans un parc voisin, où ils l'ont utilisée pour se balancer en l'enroulant autour des branches d'arbres. Pendant le match, un garçon d'environ 4 ans s'est approché et les a observés. Ils l'ont invité à les rejoindre, mais il a refusé, disant que sa mère ne le permettrait pas. Peu de temps après, la mère du garçon s'est approchée et a exigé qu'il dénoue la corde et quitte le parc, arguant qu'il n'était pas juste que son fils doive regarder les autres s'amuser alors que lui ne le pouvait pas. Soucieux de sécurité, j'ai toujours demandé à mes enfants de ne pas obéir aux ordres des étrangers et, dans des situations comme celle-ci, de fournir mon numéro de téléphone afin que l'adulte puisse me contacter. Suite à mes conseils, ma fille a proposé mon numéro à sa mère. Cependant, la femme a refusé de m'appeler et est retournée vers son groupe qui pique-niquait. Elle a saisi un petit couteau, est revenue et a coupé la corde, la faisant tomber de l'arbre. Mes enfants ont été effrayés par l'attitude de la femme et sont rentrés chez eux à vélo, très secoués. Quand ils m'ont raconté ce qui s'était passé, j'étais furieux. J'avais eu un accident de voiture des semaines auparavant et j'avais un bassin cassé, mais la colère m'a motivé à mettre mon déambulateur dans la camionnette et à me rendre au parc. En arrivant, j'ai trouvé la femme décrite par les enfants. Elle était là, apparemment impitoyable. Je me suis présenté comme la mère des enfants à qui appartenait la corde. Elle a répété la même histoire que mes enfants avaient racontée, admettant qu'elle avait coupé la corde parce que son fils était trop jeune pour se balancer. J'ai été stupéfaite par ses aveux et par le fait qu'elle avait effectivement fait ce que mes enfants disaient. Face à la mère qui avait coupé le fil d'anniversaire de ma fille, je m'attendais à moitié à ce qu'elle trouve une excuse, invoquant peut-être son inquiétude quant aux dommages possibles à l'arbre causé par mes enfants. Cependant, lorsque j'ai exigé qu'elle rembourse la valeur de la corde détruite, elle a catégoriquement refusé, affirmant qu'elle ne paierait rien. Ne sachant pas comment procéder, j'ai demandé son nom et son adresse. Étonnamment, elle m'a donné cette information avec un air de dédain, affirmant qu'elle n'avait rien à craindre. De retour dans mon van, toujours avec des béquilles, je bouillonne de rage. J'ai tout raconté à mon mari, qui m'a immédiatement suggéré d'appeler la police. J'ai appelé et un policier est arrivé rapidement étant donné que nous vivions dans une petite ville. J'ai expliqué la situation et le policier a confirmé qu'il s'agissait d'une destruction de propriété, un acte illégal. Il s'est rendu au domicile de la femme, qui habitait à proximité, et est revenu peu de temps après, l'informant qu'elle avait accepté de payer les dégâts sous la menace d'être arrêtée. J'ai été surpris d'apprendre qu'elle pouvait être arrêtée pour $50 de dommages et intérêts, ce à quoi je n'avais pas pensé jusque-là. J'imaginais qu'elle recevrait tout au plus une amende. Cependant, en tant que mère, je ressentais un fort instinct de protection et une partie de moi souhaitait qu'elle soit confrontée à une forme de punition. J'ai consulté le policier pour savoir quoi faire, mais il m'a dit que c'était ma décision. Après une autre conversation avec mon mari, nous avons décidé de porter plainte. L'officier a souri de ma décision, disant que c'était la bonne, car elle avait déjà refusé l'opportunité de résoudre le problème à l'amiable. Il est revenu pour l'arrêter, même si je n'ai jamais reçu plus d'informations sur le résultat. Nous avons fini par acheter une autre corde pour ma fille, mais j'ai pensé qu'il était important de fixer une limite au comportement abusif de cette mère. C'était une leçon sur les conséquences d'actes irresponsables et sur l'arrogance de fournir des informations personnelles en croyant rester impuni. Maintenant, changeant complètement de sujet, j'aimerais savoir comment vous géreriez une situation hypothétique. Imaginez que 2 personnes s'introduisent par effraction dans votre Ferrari à $400 000 et refusent de partir. Que feriez-vous dans ce scénario? Partagez vos opinions dans les commentaires. Personnellement, je suis curieux de savoir comment chacun d'entre vous réagirait face à un défi aussi unique.